Bonjour à tous, courageux, qui est venu apprendre des tas de choses sur les araignées. Donc, je suis Aurélia Schneider, je suis psychiatre, psychothérapeute, et ma pratique est essentiellement des thérapies comportementales et cognitives. Et la raison pour laquelle je viens vous parler de ma pratique, c'est que je soigne des phobies d'animaux, et notamment des phobies d'araignées, et qu'on a eu l'occasion avec Christine d'avoir une patiente commune déjà, ce qui nous a mis en lien. Et puis de participer à une émission très sympa sur France Inter, La tête au carré, du temps où ça existait, parce que maintenant c'est remplacé par La Terre au carré. Et donc on a fait connaissance à cette occasion-là. Voilà, donc je suis très contente de venir vous parler de ma pratique ce soir. Merci Aurélia. Bonsoir à tous. Donc Christine Rollard et moi, donc du coup, je travaille sur les araignées. Je suis tombée dedans un peu par hasard depuis une quarantaine d'années, au cours de mon cursus universitaire. Et ça fait maintenant 33 ans que je suis au Muséum d'histoire naturelle à Paris en tant qu'enseignante-chercheuse spécialisée justement sur ce groupe. Et dans le cadre de mon travail, effectivement, j'ai envisagé il y a quelques années de recevoir aussi des gens qui n'étaient pas très à l'aise avec les araignées jusqu'à la phobie. Un peu dans ma mission de diffusion des connaissances. Donc moi, j'interviens en tant non pas que psychiatre, bien évidemment, c'est pas mon métier. Je suis biologiste, donc j'interviens vraiment en tant que biologiste. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a, avec cette patiente commune, on voit qu'il y a, et vous allez le découvrir, j'espère, des complémentarités et beaucoup de choses à s'apporter. Et ça a été une belle rencontre. Et donc, j'espère que vous allez le sentir à travers nos propos. Voilà. Merci Christine. Alors, on va commencer. C'est moi qui commence, c'est ça? Peut-être qu'on peut expliquer pourquoi il y a celle-là. Alors, vas-y. Alors, on peut peut-être expliquer pourquoi on a mis cette photo aussi au départ. Alors, je pense que peut-être certains connaissent cet artiste qui s'appelle Louise Bourgeois, qui a fait beaucoup de choses au niveau artistique, mais qui à un moment donné, à la fin de sa vie, elle a perdu sa mère assez jeune, à 21 ans, et elle était très liée à sa mère. Et elle avait déjà dans les 70-80 ans ensuite des sculptures qui sont en bronze et qui peuvent faire 10 mètres de haut, donc c'est quand même assez important, qui représentaient, donc elle les a appelées maman, et qui représentaient justement une araignée, parce que pour elle, en fait, donc sa mère elle travaillait déjà dans la tapisserie, donc elle était tisseuse, et donc du coup il y avait ce lien avec les araignées, et puis elle était très protectrice, donc la mère tisseuse, travailleuse, protectrice, et qui couve un peu ses œufs, donc elle a représenté une sorte de sac à œufs en fait en dessous l'araignée, et donc pour elle c'était très très symbolique. C'est vrai qu'après il y a un certain nombre de psychologues, et tu vas peut-être me contredire là-dessus, qui ont mis en avant cette relation des araignées avec la mère et qui en sont revenus depuis par rapport à cette interprétation qu'on pouvait avoir sur les araignées. Donc je trouvais que c'était assez symbolique de mettre cette araignée un petit peu en démarrage de notre présentation. Voilà. Merci beaucoup. Je précise que Christine a fait une super présentation, le diaporama, et vous devez les magnifiques photos, notamment sur ma partie, à Christine, parce que moi je fais des diapos très nuls, très basiques, très noir et blanc. Et en fait, par la magie de son travail, c'est devenu coloré et imagé. Alors, c'est ça qu'on fait, c'est ça? Pas mal. Alors, les phobies spécifiques. Bon, parce qu'il y a plusieurs sortes de phobies. Les phobies appartiennent aux troubles anxieux, font partie des troubles anxieux au même titre que les troubles obsessionnels compulsifs, au même titre que le trouble anxieux généralisé, les phobies sociales, etc. Et donc, c'est une sous-partie des troubles anxieux. Et dans le DSM, qui est le Diagnostic and Statistical Manual des troubles mentaux, il y a une définition donc, en 7 points des phobies. Donc, c'est une clinique qui est quand même assez riche. Et notamment, il y a la peur ou l'anxiété intense à propos d'un objet ou d'une situation spécifique.
Donc, spécifique, ou nous, ce qu'on appelle simple, mais qui, pour les patients, n'est pas simple du tout, comme on va le revoir. Mais c'est une phobie qui est juste une phobie. C'est-à-dire que tout va bien, sauf cet aspect-là de leur vie qui leur pourrit la vie. On va revenir dessus. Donc, une anxiété intense à propos d'un objet, une situation spécifique, prendre l'avion, les hauteurs, l'animal, voir du sang, etc. Il y a un évitement actif, c'est-à-dire que, là on va revenir aussi dessus, les patients sont d'une créativité extraordinaire pour éviter l'objet de leur phobie. Et bon, pour les araignées, les araignées, en général, c'est quand même une des phobies qui a le plus de succès. C'est-à-dire, les gens sont pas très à l'aise avec les araignées. C'est pas aussi fréquent par ailleurs la phobie de certaines autres choses, mais les araignées, c'est un bon score. Et donc un évitement actif, une peur ou une anxiété disproportionnée par rapport au danger réel. Les patients pensent des trucs très particuliers par rapport à leur phobie. Ils ont dans la tête des idées que l'animal va les poursuivre, enfin les pourchasser, des choses comme ça. Et c'est une peur, une anxiété durable. C'est-à-dire qu'on diagnostique ça quand ça dure depuis au moins 6 mois. En général, les gens qui viennent me consulter sont en fin de course, quoi. Ça fait 30 ans qu'ils sont phobiques. Puis à un moment, ils sont obligés, ils sont au bord du précipice, ils sont obligés de venir se soigner, mais c'est reculons très souvent. Donc voilà, donc il y a d'autres critères, et notamment la souffrance. Enfin, on va revenir sur la question du handicap. C'est pour ça d'ailleurs qu'on soigne des phobies. Voilà, donc la notion de phobie spécifique est importante. Alors, les différentes sous-catégories. Alors, les animaux dont nous allons parler, les araignées, les insectes, les reptiles, les chiens, les pigeons à Paris aussi, ça marche bien, les pigeons à Paris. Et avec donc tous les animaux qu'on peut imaginer, mais certains plus inquiétants que d'autres. Le sang, les blessures, les injections. Alors, la phobie du sang est la seule qui entraîne le fait de tomber dans les pommes. Il y a des malaises vagaux pour la phobie du sang et des blessures, alors que les autres phobies entraînent des réactions d'attaque de panique avec accélération du rythme cardiaque. La phobie du sang, c'est un ralentissement du rythme cardiaque et avec un peu mal au cœur, et on peut s'évanouir avec cette phobie-là. C'est la seule qui a cette particularité. Les phobies situationnelles, la claustrophobie, par exemple, des patients qui racontent qu'ils ne peuvent pas s'enfermer dans des toilettes publiques, par exemple. Alors, c'est très compliqué. Cette situation n'a l'air de rien, mais quand vous êtes dans une toilette publique où vous ne pouvez même pas fermer la porte, c'est même pas fermer le verrou, c'est fermer la porte, ça peut créer des situations très embêtantes. Et donc, claustrophobie, les ascenseurs, enfin, tout ça. La claustrophobie, ça peut aller jusque, par exemple, dans des cabines d'essayage. Vous ne pouvez pas fermer le rideau. Ou essayer des vêtements trop petits. Moi, ça avait été une surprise quand une patiente m'avait dit « il ne faut pas que j'essaye des vêtements trop petits, sinon j'étouffe. Bon. » Des cagoules, enfin, des trucs comme ça. Et donc, bon, c'est assez varié. Et l'environnement naturel, alors les hauteurs, fréquents. Et donc, les hauteurs comprennent aussi les ponts. Moi, j'ai une patiente que j'ai jamais pu voir en consultation parce que elle habitait rive droite à Paris et moi, je suis rive gauche. Et en fait, elle ne pouvait pas prendre le métro parce que phobie des tunnels, et elle ne pouvait pas prendre les ponts. Donc, je lui ai trouvé un thérapeute rive droite. Heureusement, on est bien répartis, ça va. Et donc, le tonnerre, l'orage aussi, hein, les phobies de l'orage. L'eau, la phobie de l'eau, et des associations pour ça, hein, les pieds dans l'eau. Et alors, d'autres phobies très gênantes, vomir, les ballons, les clowns. Les ballons, ça va avec les explosions, parce que le ballon pourrait éclater, et ça va avec les bouchons de champagne, des trucs comme ça.
Et alors, la plus belle phobie, je crois, parce que moi, ça fait depuis 92 quand même que je fais le job, donc 30 ans, la plus belle et la plus surprenante, et surtout là où je me suis dit, là quand même, je ne vais pas y arriver, c'est une patiente qui est venue en me disant, je suis phobique des particules de mort. Alors là, j'ai eu un blanc. J'ai dit, mais encore. Et elle m'a dit, oui, oui, vous savez, là où il y a eu des morts, mais il y a des particules dans l'air. Et donc, elle ne pouvait pas aller à la station La Motte-Piquet-Grenelle parce qu'il y avait eu un suicide sur la voie, ou je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Et donc, elle expliquait qu'elle retenait sa respiration. C'est-à-dire, le métro entrait à La Motte-Piquet, elle bloquait, elle arrêtait de respirer, elle attendait que les portes se ferment et que ça reparte. C'était très, très handicapant, pouvant pas aller dans les églises, pouvant pas aller... Enfin, pas de visite, enfin bref. Et en fait, elle était née, cette femme, elle était née pour une boutique, enfin pour une entreprise de parfum, de parfumerie. Et elle disait, ça va me perturber l'odorat, et puis après, je vais plus pouvoir faire mon métier. Et c'était une phobie isolée. C'est-à-dire que, parce que moi, je me suis dit, derrière, ça doit mouliner dur, et ça doit délirer plein pot. Je me suis dit, explorons. Et alors, la fille, qui allait très très bien, bien équilibrée, elle me dit, mais moi, je ne supporte pas ce truc-là. Et je l'ai soignée. C'est très 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 intéressant. En fait, j'ai emballé l'air du cimetière. Je suis allée avec un pot de confiture vide devant le cimetière du Montparnasse. Je me suis fait prendre en photo avec le pot ouvert, puis j'ai emballé l'air, j'ai refermé. Puis j'ai mis le pot sur le bureau. J'ai dit, bah maintenant, il y a l'air du cimetière là. Enfin, c'était un long travail, mais c'est des trucs qui sont étonnants parfois, ce qu'on a comme variété. Enfin, et puis, ce qui est sympa, c'est de les aider. Et bon, on va vous montrer que c'est tout à fait possible de sortir de là. Alors, ne sont pas des phobies spécifiques, le trouble panique, hein, c'est des attaques de panique à répétition. Les attaques de panique sont des crises anxieuses très importantes, avec le cœur qui s'accélère, donc sauf pour les phobies du sang, avec vraiment une sensation de mort imminente ou qu'on va devenir fou, parce que tellement il y a des symptômes physiques forts et perturbants. Et donc ce trouble panique est très très angoissant et perturbe beaucoup les patients là qui viennent se soigner assez rapidement. Hein. C'est pas comme pour les phobies, ils peuvent attendre très longtemps. Là, le trouble panique, c'est impossible. Avec des déclenchements à n'importe quand, d'attaques de panique, même chez soi, même en plein sommeil. Quand on est bien détendu, le cerveau continue de travailler et enclenche une idée, et puis l'idée anxieuse déclenche une attaque de panique et on se réveille en pleine attaque de panique, c'est insupportable. L'agoraphobie avec ou sans attaque de panique. L'agoraphobie n'est pas seulement la peur de la foule. L'agoraphobie, c'est la peur d'être dans une situation où on ne pourrait pas s'échapper, on ne pourrait pas recevoir de secours si on faisait une attaque de panique. Et donc, les situations d'agoraphobie sont très nombreuses. C'est toutes les situations de claustrophobie, la foule fait partie des situations d'agoraphobie, mais pas que. Vous pouvez vous trouver en race campagne dans un endroit désert et ça peut déclencher des angoisses d'agoraphobie parce que si on était malade, si on venait à avoir un problème, si on venait à avoir une crise, on ne pourrait pas être soigné. Et la phobie sociale est beaucoup plus complexe. La difficulté à prendre la parole en public, la difficulté à participer aux conversations informelles, tout ça. Donc, c'est assez vaste. Hein. La phobie spécifique, c'est vraiment très, très focalisé et ça dérange un secteur de la vie, parfois atrocement handicapant, mais un seul secteur. Alors, on peut avoir plusieurs types de phobies spécifiques. C'est assez fréquent. Hein. Phobie des pigeons. Il faut que je monte là, comme ça. Ah, peut-être. Alors, on peut avoir plusieurs types de phobies spécifiques, plusieurs animaux ou gènes spécifiques
on peut avoir une phobie des hauteurs et une peur des araignées. Et plus on a de phobies cumulées, plus il y a une association avec des handicaps et des détériorations de la qualité de la vie et forcément la prise de traitement. Alors que pour les phobies simples, on n'est pas du tout obligé de prescrire un traitement. Quelquefois, on prescrit un traitement occasionnel pour que le patient ou la patiente fasse ce qu'il doit faire. Et puis après, on soigne sans prescrire. Enfin, pas du tout obligé de prescrire. Sauf s'il y a beaucoup de handicap et une détérioration. Alors les origines, c'est très mystérieux. Hein, mais bon, moi je survolte, tu diras peut-être d'autres choses là-dessus. L'héritage de la préhistoire. Je crois que c'est quand je mets le mien aussi, non? Donc il faut que je m'éloigne peut-être? C'est mieux? Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que l'héritage de la préhistoire, je le reprends régulièrement par rapport à l'aspect psychologique, parce que souvent on me dit que ça peut être ancestral, alors que effectivement non, parce que on n'a jamais été confronté. Autant il y avait quand même des bêtes qui étaient quand même d'une taille importante que les gens chassaient. Alors que chez les araignées, en étant vraiment spécifiquement sur les araignées, il n'y a jamais eu d'araignée géante. Hein, dans ce qu'on a trouvé, il n'y a pas d'araignée géante, et on n'a jamais eu de compétition ou de confrontation avec les araignées. Donc en fait, par rapport aux araignées, on peut pas mettre ça en avant puisque il y a rien qui nous fait penser scientifiquement qu'il y a quelque chose en fait qui ait pu le déclencher. Voilà. Non, ça marche plus. Ah bon? Si, ça marche. Merci. Alors, le modèle parental, beaucoup, plus. Voir des parents affolés devant une bête, une araignée, un papillon. Ça, c'est des modèles qui marquent. Alors, l'association malencontreuse. J'ai marqué petite chirurgie métro. J'ai par exemple une patiente qui a développé une phobie du métro parce qu'elle avait été opérée d'un grain de beauté. Elle sort de chez le dermato, donc c'est des opérations en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va chez le dermato, on se fait enlever son grain de beauté, on repart dans l'autre sens. Mais la cicatrice avait été un peu profonde et elle a eu mal, alors qu'elle était dans le métro, elle a une espèce de malaise vagal, justement, et elle a associé directement la douleur au métro. Et on fait une association d'idées, un truc qui se télescope qui n'a rien à voir, hein, rien à voir la douleur au bras ou je sais pas où, et le fait de prendre le métro, c'est ce qu'on appelle une association malencontreuse, quoi. Ça peut arriver. Les traumatismes, les deuils, j'ai remarqué que pas mal de claustrophobie étaient liées à on retrouve dans les semaines qui précèdent, j'ai très souvent retrouvé ça, des enterrements avec des cercueils. Donc c'est des trucs, alors c'est pas systématique. Enfin, quand on cherche, des fois, on a une réponse comme ça. Voilà. Puis d'autres choses. Mais c'est toujours la question de l'origine des phobies. En fait, c'est plusieurs origines. Puis des fois, on ne sait pas. Hein, des fois, on ne comprend pas. La prévalence sur la vie entière. Alors, il y a des études récentes qui travaillent là-dessus. 7,4% de phobies simples. Hein, on parle des phobies simples parce que toute phobie confondue, claustro, agora, phobie sociale, etc., on monte beaucoup plus que 7,4%. On est vraiment sur des pourcentages facilement de 15%. Enfin, j'avais lu même certaines études qui disaient 25%. En même temps, si un jour vous dînez avec des copains et que vous menez l'enquête à un moment donné du dîner où tout le monde est un petit peu relâché et que vous dites ah, tiens, je prends l'Eurostar pour partir à Londres, il y a des gens qui vont dire ah bon, tu prends l'Eurostar, toi, parce qu'ils ont la trouille, ils ont peur, je sais pas, de rester bloqués sous la mer, enfin des trucs comme ça. Donc
Si vous menez l'enquête, vous allez vous apercevoir que c'est plus fréquent que vous ne pensez. En tout cas, la phobie simple, juste simple, d'une seule phobie, c'est quand même 7,4%, avec 4,9% pour les hommes et 9,8% pour les femmes. Alors, un petit biais aussi, c'est les femmes consultent plus. Nos consultations, il y a deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Hein. Et elles expriment plus leurs émotions. Enfin, quand même, c'est beaucoup. Voilà. C'est pas si rare. Pourquoi consulter? Alors, le handicap. Ben oui. C'est très handicapant d'être phobique à certains moments. On peut ne pas être handicapé, mais à un moment, on peut le devenir vraiment gravement. Souvent, il y a donc un gros retard à la prise en charge parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces patients développent des stratégies absolument incroyables pour ne pas être identifiés comme phobiques. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, quand on fait... Je ferai passer tout à l'heure une feuille d'objectifs de thérapie pour vous montrer ce qu'on fait comme travail. Mais dans l'exploration des évitements, à première vue, les patients disent « Oh non, oui, ça m'embête pour tel truc. » Mais on s'aperçoit que ça fait des années qu'ils justifient des comportements complètement bizarres. Par exemple, la personne qui travaille dans une tour à la Défense et qui se fait ouvrir les escaliers de secours pour monter 20 étages, en prétextant que c'est bon pour la santé. Ben, c'est vrai, monter les escaliers. Enfin, du coup, pas de pause cigarette parce qu'il faut descendre, etc. Pour aller chercher son déjeuner, il ne faut pas y compter. Et donc, il y a toute une organisation. C'est « Ah non, mais moi, je mange devant mon ordinateur, je me fais ma salade, je me fais ma soupe bio, je me fais mon truc. » Et ça, parfaitement justifié. Un patient qui n'était pas sorti de Paris depuis à peu près 20 ans, qui faisait avaler à sa copine que non, mais on était bien à Paris pour les vacances. Enfin, c'était incroyable. Enfin, parfois, j'en suis parvenue pour des agoraphobies. Bon, mais c'est impressionnant. Et alors donc, pour rebondir sur notre phobie des araignées, moi j'ai une patiente comme ça, 55 ans, qui vient me consulter, qui me dit ah ben moi non mais là, moi je peux plus là. Alors, elle avait rien changé dans son mode de vie. Elle habitait à la campagne, aux alentours de Paris, mais des fois il y a des endroits où bon ben voilà, c'est la campagne un peu. Et je lui dis mais pourquoi vous venez seulement maintenant? Ça faisait 30 ans qu'elle était phobique. Et elle me dit bah parce que mon dernier fils est parti de la maison. Et en fait, les fils lui viraient toutes ces araignées. Alors en fait, elle pouvait plus rentrer dans sa cuisine. Et donc, elle m'a dit, au bout de 2 fois, mon mari m'a demandé de me faire soigner parce qu'elle n'avait rien préparé à dîner. Elle n'a pas pu rentrer dans sa cuisine de la journée. Elle dit là, quand même, il faut que je fasse quelque chose. Donc, les enfants étaient partis, les fils valeureux étaient partis. Et donc, les évitements, les arrangements ne marchaient plus. Et donc, c'est comme ça qu'ils viennent se soigner. Toi, tu dois avoir ça. C'est assez marrant. Les stratégies d'adaptation très ingénieuses. Nos patients sont très ingénieux. Mais à un moment donné, effectivement, ça ne fonctionne plus. Ah ouais, voilà. à un donc, moment du donné, coup, et comme tu le soulignes, en fait, l'évitement n'est vraiment pas la bonne solution. C'est pas bon, ça ne marche pas. Enfin, sauf si... on est très peu confrontés. Et puis, le retard de consultation est lié à la peur, parce que les patients ne sont pas fous. Ils ont regardé sur Internet ce que c'était que les thérapies comportementales et cognitives. Quand ils voient marqué exposition, tout de suite, non, c'est non. C'est non. En fait, elle va me coller la migale sur le bureau. Quoi. Ils imaginent, en arrivant chez moi, qu'il y a une migale géante au fond du cabinet. Moi-même, ayant eu quand même une vraie phobie des araignées, je ne ferais pas ça. Bref, donc, je vais montrer l'exemple, parce qu'il y a toujours un modèle. Là où ça a calé, je me rappelle très très bien de cette histoire, c'était à l'hôpital, je voyais à l'hôpital, et moi, mon cabinet est une espèce de semi... dans une cour anglaise, il est semi-enterré, et donc, il y a très souvent des araignées. Donc, il y avait un gardien à qui j'avais dit, s'il vous plaît, toutes les araignées, vous me les mettez dans un bocal,
ça m'aide beaucoup pour mes phobies, etc. Donc, il me les mettait scrupuleusement dans un bocal, et j'avais des araignées dans un bocal, comme ça. Et autant dire que le bocal était dans un endroit sombre, que je ne consultais pas, jusqu'au jour où j'ai amené à l'hôpital ce fameux bocal avec les araignées. Alors, un peu crâneuse, là, je suis arrivée devant les secrétaires, j'ai agité le bocal aux secrétaires en disant « Regardez !» Alors, terreur à la consultation. Moi, j'avais toujours pas touché les araignées. Mon patient était devant moi. Lui, il était prêt. Hein. Moi, non. Hein. Mais lui, il était prêt. Et comme quoi, j'ai fait le bon job. J'étais pas encore arrivée à son niveau. Je lui ai mis le bocal devant lui. Je lui ai dit « Bon, alors voilà, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez prendre l'araignée qu'il y a dedans. Et vous la remettez, s'il vous plaît. » Donc, il a tout fait. Et alors, on y reviendra. Mais lui, il est devenu arachnophile. Et lui, il a élevé des migales. Il est allé les chercher en région parisienne. Il s'est abonné à la Gazette de la Migale. Enfin, je sais, il y a une Gazette de la Migale. Oui, il y a un groupe. Il y a un groupe avec des gens qui élèvent. Mais incroyable. Enfin, donc ce premier patient... Faut peut-être pas aller jusque-là, hein, quand même. C'est pas un conseil à donner non plus. Mais bon, là, il était vraiment. On en avait parlé. Il est devenu arachnophile. J'ai rien fait pour ça. Et donc, je me rappellerai toujours quand je me suis dit non, là, ma fille, là, tu charries là quand même. Pauvre patient qui est en train de te faire ta thérapie. Et puis finalement, j'ai pris les araignées, j'ai les remises, etc. Puis maintenant, ça va mieux. Hein. Je ne peux pas encore aller là chez toi. Mais... En fait, il faut que je lui fasse une thérapie à Aurélia. Mais moi, je peux quand même maintenant. Je ne suis plus du tout gênée parce que si on a une dans la pièce où je dors, il y en a une. Voilà. Il y en avait même une sur un vêtement. Je me suis dit, oh là non, quand même là. Donc j'ai secoué le vêtement, elle était grosse comme ça, elle est tombée. Je me suis dit, très bien. Je n'ai pas mis le vêtement à la machine, ce que j'aurais fait avant. Hein. J'aurais fait 3 lavages pour une araignée sur une petite araignée comme ça, sur une manche. Non, maintenant, ça va beaucoup mieux quand même. Enfin bref, je me suis auto-soignée. Mais j'ai eu peur comme les autres. Il faut l'avouer. Donc les traitements basés sur l'exposition, réelle ou en imagination, parce que effectivement, on peut être amené à désensibiliser, c'est-à-dire faire imaginer une araignée sous relaxation, c'est-à-dire... on se détend et on crée quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire que quand on dit phobie, on se raidit. Quand on dit objet de la phobie, c'est tout de suite la crispation. La détente, c'est exactement ce qu'on ne fait pas. On ne se détend pas quand on est confronté à l'objet de sa phobie, même en imagination. Donc le principe étant de détendre quelqu'un et sous relaxation, de lui faire imaginer qu'il est confronté à l'objet de sa phobie. En l'occurrence, ici, on parle des araignées. Et réel, on peut s'aider de l'imagination au début, et après, on fait du réel. Et c'est... alors, en thérapie comportementale et cognitive, je vous ferai passer, vous transférerez une feuille d'objectif alors, je crois que c'est pareil pour toi aussi. Oui, complètement, en fait. Hein, une feuille d'objectif d'une patiente... Qui détaille toute sa prise en charge avec le niveau de difficulté associé à la tâche qu'elle a elle-même prévue. Et rien que remplir une feuille comme ça, enfin là c'est 2 feuilles en l'occurrence, il faut écrire le mot araignée et il faut savoir qu'il y a des patients qui ne peuvent pas lire le mot araignée dans le dictionnaire, c'est-à-dire qu'ils sautent la page. C'est pour eux... un stress. Donc, elle, rien qu'en remplissant cette feuille, c'est déjà thérapeutique, c'est déjà une exposition, c'est déjà un premier contact durable avec l'objet de la phobie. Hein, donc, et puis, ça monte en puissance. Il y a des cotations à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. C'est évident qu'on ne commence pas les traitements avec la phobie, la tâche côté à 5, on commence par le 1, et le 1 va devenir 0, et puis on fait le 2, qui va baisser, qui va devenir 1, et qui va devenir 0. Les thérapies virtuelles, alors
y a un engouement sur, vous savez, les lunettes là, avec les... Moi, je trouve que ça marche pas très bien. Non. Effectivement, j'ai eu des gens qui sont venus me voir qui avaient testé ça. Et c'était pas. Ils venaient justement parce que ça n'avait pas fonctionné, en fait. Ça marche pas très bien. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais moi, par exemple, j'ai fait faire ça à une patiente agoraphobe qui peut pas marcher dans la rue. Enfin, c'est compliqué. Et elle m'a dit, pendant tout le temps de l'exposition, elle a fait quoi, 5-6 séances quand même de 1 heure chacune. Elle savait qu'elle était dans la pièce, elle savait qu'elle n'était pas dans la rue. Il y a un cerveau rationnel qui dit non, mais c'est qu'une image, même très bien faite, mais c'est qu'une image. Donc, ça peut fonctionner, mais quand même, c'est pas si génial que ça. L'hypnose, parfois d'excellents résultats. Pas pour tous, en fait, c'est pareil. Ouais. Parfois d'excellents résultats. La sophrologie, ça peut aussi aider. Et dans un certain nombre de cas, il faut traiter par médicament et puis faire le travail après quand il y a un petit apaisement. Mais c'est sûr que dans l'urgence, on va donner des médicaments. Moi, mais par exemple, une anecdote amusante par rapport au handicap. Moi, j'ai une patiente qui était infirmière et qui était venue consulter parce qu'elle s'était retrouvée... attendez voir. Ah, c'est marrant parce que diapositive suivante, ça ne marche pas. Il y a un truc. Tu fais aller là ? Ouais. Ah ouais. Merci. Je ne suis pas douée. Hein. Ce n'est pas une phobie, mais je ne suis pas douée. Hein. Ouais. Ah oui. Une petite image quand même. Une petite image. Elle était venue parce qu'elle s'était retrouvée toute nue dans un couloir d'hôtel. Parce qu'en fait, elle était phobique des papillons. Et elle était au Brésil, je crois. Elle prend sa douche. Voilà. Et tralala, elle sort de la douche. On sort de la douche, quoi, toute nue dans sa chambre. Et là, elle voit sur le rideau un papillon de nuit, un énorme papillon de nuit. Elle est partie de la chambre en laissant tout. Elle a claqué la porte. Elle s'est retrouvée toute nue dans le couloir. Son mec était furieux. Et enfin, bref. Donc, parfois, on a des surprises. Et donc, voilà. Donc, il faut parfois se soigner et faire de la relaxation pour éviter ce genre de problème. Donc, qu'est-ce qui marche en thérapie ? L'alliance thérapeutique. Faut pas leur faire trop peur. Faut pas effectivement arriver en mettant en avant qu'on va exposer et que ça va être drastique et tout ça, qu'on va y aller doucement. Les objectifs de thérapie qui sont gradués, hiérarchisés, c'est un point clé. Hein. Quand une feuille comme ça est remplie, on considère que 50% de la thérapie est faite. 50%. C'est énorme. 50%. Il faut avoir bien détaillé. Et donc, pour bien détailler, il faut s'être mis dans l'esprit, dans la situation mentalement. Et c'est d'une efficacité incroyable. Il y a déjà des progrès qui sont faits à la rédaction des feuilles d'objectifs. Et donc, apprentissage de techniques corporelles. Alors, ça va de la respiration abdominale, des techniques de relaxation classiques, Schultz, Jacobson, la cohérence cardiaque. Tout le monde devrait faire de la cohérence cardiaque. On devrait apprendre ça aux enfants à l'école. Je dis bien à l'école. On vivrait mieux si on faisait de la cohérence cardiaque tous 3 minutes par jour. Moi, j'ai fait ça avec des techniques de biofeedback, avec des électrodes. Le résultat sur la puissance de la fibre myocardique, enfin, faites de la cohérence cardiaque. Mettez Respirelax sur votre téléphone, c'est gratuit, et faites ça tous les jours 3 minutes. Au moins, si vous... Ça marche bien dans le métro, ça marche bien, en fait, ça. Ah ouais, en faisant ça... Ça relaxe complètement. Ah oui, complètement. Dans le métro. Ah ouais. J'utilise ça dans le métro maintenant. Ah non, c'est génial, la cohérence cardiaque. Respirelax. Hein ? Avant les examens, c'est pas mal aussi. Pour les étudiants, là, justement. C'est l'entraînement c'est l'entraînement des pilotes de chasse. Oui. Ils font ça 5 minutes, 3 fois par jour. Les pilotes de chasse. Ça en dit long. Voilà, exposition progressive et résultat, disparition du handicap dans plus de 90% des cas, mais plus que 90% des cas, hein, vraiment. Ça permet de s'apaiser. Alors, dans d'autres situations,
la jeune infirmière là, qui avait fini toute nue dans le couloir, elle m'a dit qu'en fait, ça l'avait apaisée sur plein d'autres trucs, sur le stress au boulot, la relaxation lui a fait un bien fou, mais comme à beaucoup d'autres. Diminution de la vigilance, parce qu'il y a un point fondamental, c'est quand on est phobique, on est ultra vigilant. Et oui. Le phobique, il est capable de vous dire, il y a une araignée là, parce qu'il a vu deux petits crochets là, tout en haut du truc. Vous n'avez rien vu. Quand on est phobique, on a une vigilance accrue sur l'objet de sa phobie. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Et les tocs, c'est pareil. Les obsessions-compulsions, c'est pareil. Et puis, pour sourire, la phobie qui devient philie, je vous ai... Jusqu'aux élevages, pour certains. Voilà, jusqu'aux élevages. Donc, mon patient, alors je l'ai eu au téléphone il y a quelque temps, il m'a dit, oh, je l'ai arrêté, j'ai arrêté. J'avais dû se retrouver une nouvelle copine et la fille n'avait pas dû supporter qu'il y ait des migales partout, qu'elle avait menacé de se barrer. Et le mec a dit, bon, ben, c'est bon, hein, j'arrête. Le mec, il pouvait pas aller à la campagne parce que dans leur vieille maison de campagne, les toilettes étaient au fond du jardin et donc il se retenait d'aller aux toilettes. C'était effarant. Mais il a fini par élever des araignées. Bon, c'est un peu calmé. Voilà. Donc on voulait vraiment qu'Aurélia vous présente au démarrage un petit peu ce que ça représentait, la phobie, parce que effectivement, donc moi, comme je vous disais, dans le cadre de mon travail, j'ai commencé à recevoir des gens qui pouvaient avoir des peurs plus ou moins marquées ou qui se disaient phobiques. Donc maintenant, vous avez vraiment la définition de ce que c'est qu'un phobique. À quel point certains disent être phobiques, en fait, c'est des peurs plus ou moins marquées avec des petites angoisses de temps en temps. Alors, je sais pas si ici, on n'avait pas posé la question, mais est-ce que vous êtes tous arachnophiles ou est-ce qu'il y a des arachnophobes qui se disent arachnophobes, en tout cas? Ok, levez les mains. Ah, bien. Ok. De toute façon, faut l'avouer justement. Hein, et donc, Christine a apporté des migales, donc autant démasquez-vous tout de suite. Vous pourrez quitter. Je serais venue en voiture, j'en aurais apporté. Dans le train, j'ai pas osé. Donc du coup, il y en a pas quand même. Voilà. Donc du coup, quand moi je reçois les gens, c'est vraiment en complément. Donc je me place vraiment pas en tant que docteur en psychologie, mais plutôt docteur en sciences biologiques. Donc je vais apporter les éléments, un peu ce qu'a commencé à dire Aurélia sur la connaissance en fait de l'objet phobique et bien évidemment en fait les étapes qui ont été évoquées, je l'ai fait. Bon, je j'avais jamais été voir en fait comment ça se passait pour soigner des phobies avant. Moi, je l'ai fait naturellement en recevant les gens. Alors bien évidemment, quand je fais des séances, c'est pas des séances donc je sais pas combien de temps durent tes séances, donc c'est 45 minutes et il y en a plusieurs bien évidemment hein. Moi je fais ça dans le cadre de mon travail et je reçois les gens sur une après-midi. Donc je fais des séances en fait sur du concentré, hein, on en avait parlé d'ailleurs. Donc je fais du concentré et c'est des séances qui durent 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Donc c'est dans ces séances-là, je fais un peu tout ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que je vais faire dessiner, donc je vais vous le montrer, je vais faire des différentes étapes et un petit peu les étapes qui ont été mentionnées dans cette fiche qui permettent en fait aux patients. Alors moi je parle pas de patients, hein, je parle de séance. Encore une fois, je me place pas au même niveau, mais c'est un petit peu comme ça que je fonctionne aussi maintenant. Et une des premières questions que je pose aux gens qui viennent me voir, c'est qu'est-ce qui vous gêne dans cet objet phobique que sont les araignées? Est-ce que vous êtes réellement arachnophobe ou pas? Et qu'est-ce qui va vous gêner? Alors j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées pour cette peur de l'araignée jusqu'à des angoisses, jusqu'au handicap dont on parlait tout à l'heure. Donc ça peut être la morphologie. Alors c'est pas forcément souvent la dangerosité qui est évoquée en premier d'ailleurs, hein. Mais la dangerosité est évoquée quand même, hein. Mais c'est souvent la morphologie, l'allure générale, en fait la grosseur, les pattes, le déplacement, hein. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans ceux qui ont levé le doigt dans certains des éléments que j'évoque ici. Ça peut être aussi le nombre de pattes, le nombre d'yeux, le mode de vie, éventuellement une angoisse vers des pullulations éventuelles, hein, ou des invasions. Donc c'est un petit peu comme tout ce qui est justement la masse, hein, donc un peu au niveau de l'agoraphobie aussi. Et puis
jusqu'à éventuellement dire en début de séance, et donc tu l'as évoqué aussi, d'avoir une mygale sur soi, par exemple, ou une araignée sur soi. Donc quand on vient, on me dit, et puis de toute façon, j'irai pas les prendre. Hein. Et ma réaction est, ben c'est pas le but, hein, de toute façon. C'est pas du tout le but des séances. C'est d'arriver en fait à vivre avec, à les observer, d'accord, mais à les accepter dans son environnement, comme tout autre organisme. Et pourquoi aller les tripoter après? Donc le but, c'est de les respecter. Donc c'est pas d'aller les chercher. D'autant plus qu'au fur et à mesure de la connaissance dans la séance, ben on va se rendre compte que de toute façon, les araignées ne viendront pas sur nous. Mais c'est encore une fois des images ou de l'imaginaire, comme tu l'évoquais, qui va tout d'un coup passer dans la tête des gens, quoi, hein, en se disant de toute façon elles vont venir sur moi, elle va m'agresser, elle va m'attaquer. Et là, on est dans de la fiction pure. On n'est pas dans le monde réel des araignées. Donc moi, mon rôle, c'est d'apprendre, pas forcément apprendre à les aimer. Et je le dis dès le départ aussi, je vais pas forcément apprendre à vous faire aimer les araignées. Moi, je trouve ça passionnant, hein, mais à vous les faire accepter. Après, que vous les aimiez ou pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais au moins que vous viviez mieux avec. Alors du coup, je fais dessiner, justement. Hein. Bon, ça, je l'ai pris sur Internet exprès, parce que c'est un faux dessin. Parce que quand j'apprends à dessiner, enfin quand j'apprends pas à dessiner, je leur dis, vous me faites un petit schéma et comment vous représentez de l'araignée, parce qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à le connaître, cet objet phobique. Et j'ai trouvé ce petit dessin sur Internet et je me suis dit, mince, ben, il y en a qui me font ça comme dessin. Mais il est faux. Donc c'est pas une vraie araignée, ça. Donc il va falloir replacer tout dans une vraie araignée. Donc ça, ne prenez surtout pas cet exemple-là, hein. Ça, je l'ai pour des gens qui connaissent pas les araignées. Alors, il y en a qui se posent des questions en se disant qu'est-ce qu'il y a qui va pas là dans l'araignée. Elle a des yeux, d'accord. Elle en a combien? Tiens, est-ce que vous savez combien il y a d'yeux chez les araignées? 2, 4, c'est bon. 2, c'est bon, mais c'est pas souvent. 6, là, il y en a 6, c'est pas mal. Mais en général, c'est 8. Mais comme le nombre de pattes est bon, hein. Sauf que le nombre de pattes, il n'est pas au bon endroit. Et donc, alors pour ceux qui sont pas très à l'aise, bien évidemment, il y a quelques photos maintenant, hein, aussi. Hein, donc, en imaginant que ce sont des photos qui sont très 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 grossies et que la majorité des araignées ne font que 5 mm de taille de corps, d'accord? Donc en voilà une vraie. Et regardez bien, et si vous avez bien saisi le dessin qui était avant, les pattes sont au bon endroit là. C'est-à-dire que les pattes sont à l'avant du corps et non pas à l'arrière. Il y en a bien 8. Et en plus, il y a une petite paire de pattes à l'avant. Donc on voit hein, donc quand même bien là sur l'écran. Ce ne sont pas les crochets. Hein, les crochets sont au milieu, mais on les voit pas là sur une araignée comme ça. Par contre, qu'est-ce que je fais aussi derrière? C'est apprendre à connaître l'objet phobique, à savoir comment il est fait. Donc, on travaille du coup sur la morphologie pour les gens qui sont pas très à l'aise avec ça. Et puis, des connaissances, voilà, de la biologie, savoir par exemple reconnaître un mâle d'une femelle, savoir reconnaître une mygale d'une non-mygale, puisque c'est souvent ce qui est évoqué, en fait, les grosses mygales. Et d'ailleurs, c'est tout de suite l'exemple que tu as donné, c'est-à-dire une mygale. Hein. Donc, c'est souvent ça. Et là, je vous dis, ça, c'est un mâle, par exemple. Et donc, les gens qui sortent des séances, ils en connaissent beaucoup plus que les autres derrière sur les araignées. Et donc, un des éléments que je leur donne après, c'est maintenant à vous de faire le prof. Et tout ce que vous avez appris, je considère que ça fait aussi partie de la thérapie, c'est-à-dire, allez l'apprendre aux autres. Et le fait de vous approprier vos connaissances, vous allez pouvoir les transmettre et vous allez pouvoir rentrer un peu plus dans votre objet phobique. Donc là, je vous dis, c'est un mâle, par exemple. Donc, bon, je vais vous faire travailler un petit peu aussi sur quelle est la connaissance. Alors, je veux pas que ceux qui me connaissent, le disent. Hein. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent comment on reconnaît un mâle d'une femelle? Non, je vois des têtes qui font non. Hein. Donc, mâle ou femelle, là, je vous dis, c'est un mâle parce qu'il a à l'avant 2 boules. Ça se voit les boules, là, quand même. Bon, je dis pour les enfants, quelquefois des gants de boxe, hein.
Mais le terme scientifique, c'est bulbe copulateur. Ça va servir à la copulation, à déposer les spermatozoïdes. Donc la prochaine fois que vous voyez une araignée, vous regardez s'il a des boules. S'il y a des boules, c'est un mâle. S'il y a pas de boules, c'est une femelle. Donc j'essaye de faire passer des choses en fait pendant les séances aussi de cette façon-là, le plus simplement possible, pour rentrer justement dans le monde des araignées. Et la prochaine fois que les gens voient, par exemple, puisqu'ils aiment pas en avoir, bien évidemment, dans les maisons, hein, tu l'évoquais aussi. Donc, souvent, à l'automne, quand on voit certaines araignées tomber dans les baignoires ou les lavabos, ce sont des mâles qui cherchent les femelles parce que c'est la période de reproduction des tégénaires des maisons. Hein, donc, ces araignées-là, on en parle souvent. Et donc, du coup, ils voient après qu'il y a effectivement des boules. Mais il faut se forcer à regarder et ne pas rentrer encore une fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on évoque toutes les deux aussi, c'est ne pas rentrer dans l'évitement et se forcer à regarder effectivement aussi obligatoirement. Alors quelquefois, donc je ne sais pas si tu préconises ça aussi, on n'en avait pas reparlé, mais puisque tu disais dans tes séances, et je fais aussi la même chose, hein, donc quelquefois il y a les gens qui viennent me voir n'ont pas été voir forcément un psychiatre avant, et donc quelquefois il y en a qui me sont envoyés par des psychiatres ou des psychologues, mais quelquefois il y en a qui viennent directement me voir. Et je fais toutes ces étapes, c'est-à-dire le mot araignée, pour certains difficile, donc il va falloir que je donne des images, des termes un petit peu qui tournent autour du terme araignée. Et puis je fais toucher des images pour ceux qui ne peuvent pas en voir. Et du coup j'ai perdu mon fil. On faisait pareil. Alors voilà, c'était pour les photos. Voilà, effectivement. En fait, alors il y a plusieurs choses. Il y a des patients qui effectivement ne peuvent pas prononcer le nom. Et moi, je me souviens une patiente notamment qui a pris rendez-vous en disant à la secrétaire « J'ai une phobie de... » La secrétaire a dit quoi ? « J'ai une phobie de... » Ce qui fait que je ne savais pas du tout de quoi elle était phobique. Et quand elle s'est assise devant moi, au cabinet, elle m'a dit « Ne prononcez pas le nom !» Je dis « Mais quoi ?» Mais quel nom ? Je ne savais pas de quoi elle était phobique. Ne dites rien. J'ai dit, mais attendez, il va falloir qu'on soigne quand même. Mais j'ai eu ça au téléphone aussi. Oui, tout à fait. Ne dites rien, avec un air effrayé, vraiment, vraiment. Je dis, bon, alors je lui dis, je vous promets que je ne vais pas dire le nom. Mais est-ce qu'il s'agit d'un insecte ? Alors elle se raidissait. Mais non. Est-ce qu'il s'agit d'un animal volant ? Non. Alors, technique de l'entonnoir. On arrivait au rongeur. Et je me suis dit, il ne faut pas que je dise souris, parce que c'est fini, là. J'ai dit, est-ce que ce sont des rongeurs ? Elle dit, ah oui, ça je peux entendre ça, oui. Donc, non, mais c'est pas toujours facile. Une demi-heure avant de savoir pourquoi elle consultait. Quand même. Et la séance était finie. Et c'est des histoires comme ça qui nous font rigoler, mais c'est pas si... non. rare que ça. Oui, tout à fait. Alors en plus, les araignées font vraiment partie des animaux par rapport à d'autres qui ont beaucoup d'idées fausses. Et donc il faut arriver dans la tête des gens à enlever aussi ces idées fausses. Je vous en mets quelques-unes. Donc c'est associé aux insectes, ça c'est régulier. Que venimeux, ça veut dire dangereux, ce qui est faux. Qu'elles sont toutes sombres parce qu'on a une image en fait très très restreinte des araignées à travers celles qu'on voit souvent dans nos habitations. Qu'elles pondraient sous la peau, ça je l'ai entendu souvent, que toutes tisseraient des toiles, ce qui est faux, qu'on en avalerait. Alors là, il y a eu tout un tas de chiffres qui sont sortis dans différentes presses dans la nuit pendant son sommeil, donc ça fait partie des peurs de certains. C'est très 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 répandu. Très répandu. Qu'elles vont rentrer partout. Par tous les orifices. Voilà, c'est ça. On sera gentil, on ne dira rien. Et que tout ce qu'on a le matin en réaction cutanée, c'est forcément une piqûre d'araignée. Et donc, vous allez en plus voir le médecin ou le pharmacien
du coin et qui vous dit c'est peut-être une araignée et ça continue à être entretenu alors que la majorité du temps c'est absolument pas une araignée qui a fait une petite réaction locale. Donc du coup, juste pour rapidement, la classification des araignées, c'est pas des insectes effectivement. On a dit 8 pattes, les insectes en ont 6. Il n'y a pas d'antenne chez les araignées, il y en a chez les insectes. Je vous fais quelque chose de très rapide. Et les proches parents des araignées, c'est tous ces groupes-là que vous avez en silhouette. Donc, ça fait partie des arachnides. Donc, quelquefois, on dit que je suis arachnologue, d'ailleurs, puisque je travaille sur un groupe d'arachnides. Mais bon, comme je travaille plutôt sur les araignées, donc je suis plutôt aranéologue, si on précise. Voilà. Et puis après, il y a des groupes qu'on vous connaissez, des acariens par exemple, les scorpions, alors les opilions aussi que vous connaissez certainement, qui sont des petites bêtes qu'on voit souvent dehors avec des longues pattes fines et un corps assez rond. Par contre, ce que vous avez, ceux-là sont appelés les faucheux ou faucheuses. Par contre, on évoque souvent en fait dans les maisons des faucheux aussi, qui ont des longues pattes fines, et là c'est faux, c'est vraiment une araignée, là, on n'est pas sur le groupe des opilions. Donc c'est deux animaux différents, deux groupes différents. Donc je vais pas forcément détailler tout ça. Le but, je vous dis, mes séances durent de 2 heures, 3 heures ou 4 heures, donc je rentre beaucoup plus dans les détails. Et puis comme souvent sont évoqués les mygales, donc on fait la différence entre mygales et non mygales, puisque la majorité des araignées ne sont pas des mygales. Donc on a soit des mygalomorphes, la morphologie des mygales, ou les aranéomorphes, la morphologie des autres araignées. Et la différence, donc vous en saurez plus pour ceux qui ne savaient pas, du coup, aussi, c'est juste la position des crochets par rapport à l'axe du corps. C'est pas la grosseur, c'est pas la longueur, c'est pas le fait que ça soit plus ou moins velu ou plutôt soyeux, puisque ce sont des soies qu'elles ont sur le corps et non pas des poils. C'est cette position chez les mygales, donc ça fait ce mouvement-là, et chez les autres araignées, ça fait ce mouvement-là. Donc on parle de morsure et non pas de piqûre. Chez les araignées, c'est beaucoup plus correct. Donc on rentre un petit peu encore plus, je vous donne quelques éléments, bien évidemment, en ayant tout cet aspect de progressif en fait dans les séances, donc en plusieurs séances pour toi et quelquefois en une seule séance pour moi, voire 2 séances quelquefois effectivement, parce que certains ont envie d'aller jusqu'à l'exposition dont tu parlais à un moment donné, et on va le voir, en fait on peut faire des expositions effectivement, même si ce n'est pas nécessaire à la fin de chaque séance, selon ce que les gens, au départ, m'ont donné comme élément qui les gênait. Et c'est là-dessus que je travaille après dans la séance. Bon, juste pour votre connaissance personnelle, les mygales, c'est souvent l'image qu'on a en haut, alors que c'est complètement faux, puisqu'il y a des mygales qui font 1 millimètre et non pas jusqu'à 13 cm de taille de corps comme celle-ci, et que la grosseur ne fait absolument pas le danger, et que la majorité des mygales, même du monde entier, font 1 cm ou à 2 cm et demi de taille de corps. Et que celles qui sont donc en bas, ce sont des mygales européennes, et même françaises. Oui. Donc ça, c'est aussi un élément de connaissance qui est aussi très important. Tout d'un coup, pour ceux qui m'ont dit les grosses mygales, c'est pas possible, quoi. Je pourrais pas. J'ai dit bon, déjà, faut que vous alliez dans les pays où il y en a, et puis qu'il y a bien des gens qui vivent là-bas et que c'est pas si dangereux que ça, puisque de toute façon, ils vivent toujours là-bas, et qu'il n'y a pas de mort forcément avec justement les mygales, et que il y en a, je travaille au Jardin des Plantes à Paris, il y en a dans le Jardin des Plantes à Paris des mygales, au pied de certains arbres, mais dans la terre, dans des petites chaussettes en soie, et on les voit jamais, et elles font 1 cm de taille de corps. Donc il y a toute une connaissance derrière. Donc je vous donne quelques éléments. 50 000 espèces quand même au monde, très diversifiées. Donc qu'est-ce que je fais aussi et qu'est-ce que je travaille? La diversité, pour pas avoir une image trop restreinte. On a quand même 1750 espèces en France. Elles sont presque toutes venimeuses. Leur durée de vie est très variable. On ne peut pas parler de l'araignée, il faut toujours parler des araignées. On peut pas généraliser. Quand on généralise, on va forcément donner des choses assez incorrectes. Elles vivent 1 à 2 ans maximum. La plus petite fait même pas 1/2 millimètre. C'est microscopique. Son corps sans ses pattes. Voilà, tout à fait. C'est bien de préciser. C'est vraiment le corps sans les pattes. D'accord ? 13 cm. Et quand vous voyez donc sur Internet ou sur les réseaux qu'il y en a qui font 30 cm,
C'est avec des pattes étalées, c'est n'importe quoi, parce qu'on mesure jamais avec les pattes complètement étalées. Les araignées, elles ont des pattes articulées, hein, donc du coup, ça, c'est pas vraiment une araignée. Elles mangent un petit peu de tout, elles se mangent beaucoup entre elles, elles se régulent leur population, elles sont assez généralistes. On en a partout, oui, effectivement, donc ça fait partie quelquefois des phobies, c'est-à-dire que il y en a forcément une autour de nous. Et comme tu le disais tout à l'heure, et régulièrement, en fait, ça m'arrive quand je fais rentrer les gens dans ma pièce. Alors, il se trouve que moi, j'ai une pièce un peu particulière, en fait, au muséum, donc je ne reçois jamais les gens dans ma pièce au départ, parce que sinon c'est pas possible. Donc je les reçois dans une pièce neutre. Il se trouve que je suis dans un bâtiment ancien qui date de 1886, avec des planchers en bois, des meubles en bois et des pièces avec avant des petites cheminées. Donc c'est très chaud, c'est rassurant et on parlait de quelque chose où il faut apaiser. Donc je fais aussi, il se trouve que moi je fais beaucoup de yoga et de respiration déjà. Donc quand je vois que la personne est stressée, je travaille aussi effectivement un petit peu donc quelques techniques de sophrologie et autres pour la mettre dans un état un petit peu plus réceptif. Et dans cette pièce un peu chaude, toute remplie d'histoire. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ces deux parties. Et ensuite seulement, quelquefois au bout d'1 heure, 2 heures, je fais rentrer dans ma pièce quand la personne est prête à voir des araignées autour d'elle. Parce que dans ma pièce, c'est un peu un cabinet de curiosité. C'est des araignées partout, dans des bocaux, dans l'alcool, en peluche, en photo, en poster, dans des terrariums, en plastique. Donc il y a de tout. Donc au moins quand les gens viennent dans la pièce, jamais après ils verront autant d'araignées autour d'eux. Donc ça c'est super par rapport à cette approche de... Et alors, je peux rajouter un truc, c'est effectivement quand ils commencent de se familiariser un petit peu avec les dessins. Moi, je fais acheter des araignées en plastique de Halloween, par exemple, et j'ai fait disperser dans la maison, partout. Moi, j'ai fait ça pour moi. De ce que je demande aux patients de faire, maintenant, pour les araignées, je le fais. Et donc, j'ai mis des araignées comme ça partout. Et j'ai une copine qui est venue chez moi qui m'a dit « Mais me fais pas ça !» qui en fait était terrifiée parce que j'avais des araignées en plastique. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils vont être beaucoup plus savants que n'importe qui d'autre sur ce registre. En fait, nos phobiques traitées, ils ont une tenue de route bien plus sécure que tout un tas de gens sur l'objet de la phobie. Exactement. Parce que, toi, ils n'auront jamais vu autant d'araignées dans une pièce. Ou alors, moi, avec mon système de semer les petites araignées d'Halloween partout, il y en a, on ouvre une porte, il y a une araignée. Et finalement, se crée le phénomène de l'habituation, on appelle ça comme ça, et qui fait qu'on guérit, et puis qu'on devient presque plus habitué que tout un tas d'autres gens qui ne sont pas venus consulter pour des phobies parce qu'ils ne sont pas réellement phobiques, voilà, mais ils n'aiment pas ça. Oui. Et en fait, tu me fais récupérer mon fil. C'est super. Parce que justement, quand je parlais des photos tout à l'heure, exactement, quand je parlais des photos que je montrais tout à l'heure, ce que je conseille aux gens, alors je n'avais pas pensé à toutes les araignées en plastique, mais ce que je conseille à certaines personnes, c'est de faire des photos et de mettre des photos dans différentes pièces de la maison. Et voilà le phénomène d'habituation. Il y en a beaucoup qui le font, donc en mettant quelques photos sur le frigidaire, quelques photos sur le bord le bas des murs, etc., pour commencer à s'habituer à la présence. On le fait avec tous les animaux. J'ai fait ça pour les phobies de tous les animaux, et notamment une patiente qui avait une phobie des grenouilles et qui m'avait dit « Mais vous pouvez pas savoir le nombre de grenouilles qu'il y a ?» Parce que je me dis « phobie des grenouilles en plein Paris ». Et elle faisait du cinéma et en fait, les grenouilles, il y en a partout, sur les cartes postales, il y a plein de grenouilles. Et donc, punaiser des photos de l'animal dont on a la phobie. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, ceux qui sont phobiques dans cette salle, vous devriez commencer à faire ça. C'est vraiment une bonne méthode, ça sincèrement. Marche très bien. Et quelquefois, pas forcément de celles qui... Parce que quelquefois, on focalise vraiment sur certaines espèces, en particulier celles des maisons. Donc, il faut essayer de mettre justement celles qui nous plaisent le moins. Pour arriver à... Voilà. Alors, quelques informations générales, elles se développent par mu. Donc, il se trouve que, effectivement, quand on voit ça sur le terrain, c'est des petites araignées qui viennent de changer de peau. Et j'en ai des comme ça, en fait, dans mon labo. Donc, des un peu plus grosses. Et ça fait partie d'une de mes étapes aussi, dans les séances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais toucher des mus.
donc des exuvies d'araignées, pour montrer justement, donc ça fait une sorte de petite pause caresse dans la séance, puisque c'est des soies qu'elles ont sur le corps et que c'est très, 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 très doux. Et je n'exagère pas en mettant tous ces traits. C'est vraiment très doux et il y a vraiment quelque chose qui peut se déclencher après, des déclics qui se font chez certaines personnes en se disant « Ah, mais on n'avait jamais imaginé qu'une araignée, c'était aussi soyeux que ça, comme une peluche. » Parce que c'est vraiment des soies qu'elles ont sur le corps, qui sont en plus des soies très importantes pour elles, qu'elles nettoient régulièrement, elles font des toilettes de chat. Donc rien que tous ces petits éléments que je vous donne en vrac, c'est fait partie des séances et ça permet en fait de rentrer dans le monde des araignées différemment. Et donc il y a le côté dangerosité pour certains. Or on voit que si on compare un petit peu les morsures, donc les araignées sont jaunes un peu foncées, on n'est pas souvent mordu par rapport à tout un tas d'autres animaux qui sont aussi des animaux venimeux, c'est-à-dire juste possèdent du venin, ça ne veut pas dire dangereux. Et puis quand on regarde le nombre de décès, c'est une 15aine par an dans le monde entier dû à des araignées. Donc c'est vite fait ça par rapport à ça. Et donc on rentre dans la diversité et on essaie d'oublier ces images-là. Ça c'est les araignées des maisons classiques, hein, donc on trouve à l'automne. Et ça c'est un petit mâle. Je ne sais pas si vous voyez les boules, les bulbes copulateurs. Dès comme ça, c'est vrai qu'elles sont très mauvaises ambassadrices du monde des araignées, hein, celles-ci. Hein, donc elles sont proches de nous. Elles sont assez grosses, elles sont sombres, elles sont velues, elles sont en plus nocturnes. Enfin bref, elles ont rien pour plaire et elles sont dans les coins. Oh là là. Voilà. Donc on va essayer de ouvrir un petit peu l'entonnoir de l'autre côté, hein, de regarder à l'autre bout et puis de rentrer dans la diversité. Donc bien évidemment, j'expose à différentes photos, à différentes images, à des araignées aussi. Il se trouve que moi, je travaille sur les araignées sous des loupes pour pouvoir les observer. Donc je peux aussi faire rentrer les gens à l'échelle des araignées en les observant avec une loupe binoculaire. Et donc la majorité sont petites et on va rentrer dedans et on va voir les yeux, on va voir les soies, etc. Donc quelques images en fait de diversité, toutes font pas de toile. Bon, il y a celle-ci, il y a différents types de toiles, tout ça on le voit autour de nous. Hein, donc du coup, des toiles en nappe, des toiles en tube, des toiles en réseau. Bon, j'avais mis les petits noms pour ceux que ça intéresse. Et puis, elles sont pas toutes sombres. Et il y en a qui sont vertes, il y en a qui sont roses, il y en a qui sont de toutes les couleurs, il y en a qui ont des petites pattes à l'avant qui sont jaunes. Oui, d'accord, il y en a des marrons, souvent qui sont sous les troncs. Mais elles sont pas toutes sombres. Donc, il faut rentrer, encore une fois, dans la diversité. Et dans l'univers et le monde soyeux des araignées. Et puis la ponte sous la peau, puisqu'on l'évoquait hein, comme idée fausse, comme j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant mais elle va me pondre sous la peau, elle va faire quelque chose. Où est-ce qu'on a vu un organe chez l'araignée qui permettait d'enfoncer dans notre peau et de mettre des œufs dedans? Non, on n'a pas vu ça. Donc elles font des petits œufs qui sortent tout mous de leur corps et puis elles les entourent de fils de soie. Hein, donc elles ont toujours des fils de soie et puis avec des formes différentes. Donc voilà des cocons d'araignées différents. Voilà quelques images. Et en plus, il y a certaines femelles qui protègent leur ponte et qui gardent ce cocon avec elles. Donc on a des araignées loups qui même ont leur petite boule au derrière au printemps et les jeunes vont monter sur le dos des femelles qu'elles vont porter pendant quelques temps. Des araignées crabes à côté qui vont rester sur leur cocon pour protéger les jeunes des prédateurs. D'autres encore les portent sous elles. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va expliquer, qu'on va faire découvrir, parce que je pense que énormément de gens ne connaissaient pas ça. Donc ça, c'est la diversité des 50 000 espèces d'araignées, avec quand même 1750 espèces en France. Et puis, oui, est-ce qu'on en avale, du coup, dans la nuit? Est-ce qu'elles vont dans notre bouche? En fait, elles se dispersent par la voie des airs. Donc, elles émettent des petits fils derrière, les petits jeunes là, qui sont sortis des cocons, ils émettent des petits fils, ils se laissent emporter par le moindre souffle d'air en jouant les aéronautes. Et quand on se balade... La bouche ouverte. La bouche ouverte. Ah si. Donc là, oui, éventuellement, on a des petits trucs qui arrivent dans la bouche, un petit moucheron, un petit truc, et ça peut être une petite araignée au bout de son fil. La pauvre,
Elle meurt dans notre bouche et elle est avalée. Mais voilà comment on peut avaler une araignée, mais elle n'est absolument pas attirée par la bouche ouverte d'un dormeur qui fait des sons, qui a une certaine odeur, qui fait des vibrations qui ne représentent absolument pas des proies potentielles et qui ne sont pas du tout attirantes par les araignées. Alors, il y a quand même quelques petites vidéos sur Internet qui continuent à faire peur, puisque là, je parle de la bouche, mais j'en ai vu certaines avec des araignées dans les oreilles. Alors, vous avez peut-être vu ça. Hein. Et il y a certains montages qui sont très bien faits. Mais je vais vous dire, oui, il y a eu 2 ou 3 cas de petites araignées installées juste à l'entrée. Et dans ces cas-là, ça fait une petite gratouille, une petite chatouille, mais c'est pas dangereux du tout. Il suffit d'aller voir le spécialiste et il va vous enlever ça. Il n'y a pas de souci. Ça fera rien d'autre que juste une gêne pendant quelques temps. C'est tout. On a tout un tas d'animaux sur nous déjà. Hein. Donc on les accepte, ceux-là. On les voit pas. Les acariens. Les acariens, on en a plein sur nous. Hein. C'est des petites araignées, non? Ah non, c'est des arachnides. Attention à toi. Hein. Donc voilà comment peuvent se disperser nos petites araignées. Voilà. Et puis, pour finir, le dernier pas ultime dans les séances, c'est effectivement, et ce que tu disais tout à l'heure, et donc je reviens et je recoupe là-dessus, c'est-à-dire d'arriver à être confronté à une araignée vivante. Hein. Donc quelquefois, je fais effectivement voir sous la loupe une araignée vivante, où j'en mets une dans un bac et la personne peut la voir se déplacer s'il y a un problème au niveau du déplacement. Donc elle peut la voir se déplacer, accepter justement qu'elle se déplace à côté, et jusqu'à proposer pour certaines personnes qui m'ont parlé au tout début de la séance de la peur du contact physique avec l'araignée, c'est proposer effectivement soit de sortir une araignée comme tu le disais, soit d'avoir une araignée qui se déplace sur la main. Hein. Jamais de manipulation. Encore une fois, je suis dans l'approche on respecte l'animal, on ne va pas le manipuler, on ne va pas l'agresser. On va juste lui proposer, comme nous ne sommes rien dans le monde des araignées, donc ça aussi je le travaille, nous ne sommes pas dans une représentation pour elle, elle ne nous capte pas, elle ne nous voit pas dans notre totalité. Et donc, se déplacer sur une main, c'est se déplacer sur un support quelconque. Et donc, du coup, effectivement, ça va jusqu'à ça. Hein? Donc, voilà une tégénaire qui se déplace sur une main. Ça peut arriver, effectivement, pour certaines de mes séances, en toute fin de séance, en fait, pour certains, d'avoir ce contact, de savoir ce que ça peut faire et de se dire, oui, si j'ai ça et qu'elle n'a rien à faire sur moi, elle est arrivée là, on ne sait pas trop comment, je suis capable, donc en ma présence et après sans la présence de Christine, de dire non, va-t'en, c'est pas la peine, on t'enlève. Alors il y a la technique du verre, éventuellement si on en trouve une et qu'on veut pas la toucher ou proposer la main, du verre transparent, on met quelque chose dessous et surtout on la déplace éventuellement si on veut pas dormir avec dans la pièce d'à côté. Mais maintenant Aurélia le sait. Elle m'a entendu le dire. Elle ne met plus les araignées dehors. Non, je dégage. Elle la met dans une autre pièce. Parce que si vous la mettez dehors, si l'araignée était dans la maison, c'est qu'elle a une raison et que son mode de vie, c'est de vivre dans des endroits abrités. Donc, ne lui faites pas dépenser encore de l'énergie. En plus, s'il fait très très froid, elle peut avoir un coup de différence de température. Mais ne changez pas son mode de vie juste parce qu'elle vous dérange. Déplacez-la éventuellement dans une autre pièce, parce qu'elle peut se déplacer dans différentes pièces, mais elle cherchera forcément un endroit abrité, elle reviendra et elle dépensera de l'énergie pour retrouver un endroit abrité alors qu'elle était déjà installée quelque part. Donc elle peut aller chez le voisin après. Mais bon, sinon, laissez-les tranquilles. Le but ultime des séances et le but ultime de la désarachnophobisation, c'est de se dire, OK, je vis avec. Ce sont des colloques, là, du coup. Donc, laissons-les faire. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à les voir complètement différemment et à cohabiter avec. Donc, je pense que déjà, c'était important que vous ayez cette idée de qu'est-ce que c'est vraiment que la phobie,
comment on peut, quels sont les différents types, comment on peut les traiter. Ça se traite, c'est pas une maladie. Hein, c'est pour certains, et tu l'as bien dit, un handicap, hein, donc, et qui va jusqu'à vraiment des souffrances énormes, hein, dans la vie de tous les jours pour certains. Et il faut vraiment pas hésiter, en fait, à consulter par rapport à ça, hein, parce que moi, j'en ai sincèrement de plus en plus. Et j'en suis rendue à maintenant, je dirais, plus d'une trentaine de personnes chaque année qui viennent pour faire des séances. Hein. Je pense que c'est pas forcément la phobie la plus marquée, mais c'est une phobie quand même fréquente. Voilà. Donc j'espère que on vous a apporté un certain nombre d'éléments. Merci en tout cas de votre écoute. Avez-vous des questions ? Vous avez parlé qu'elles étaient pratiquement toutes venimeuses. Quelle est la toxicité ou le venin qui peut être injecté? Quelle est sa toxicité pour quelqu'un de bien portant, et d'une taille, enfin, ou d'un poids raisonnable? Alors, effectivement, sur les 50 000 espèces, il n'y a que 3, il y a 131 familles, et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 familles où il n'y avait pas de glande à venin. Donc, ça fait très très peu d'espèces qui n'ont pas de venin, du coup, hein, donc qui ne sont pas venimeuses. Et il se trouve que la plupart des venins, en fait, des araignées, donc ils sont tous différents, hein, ils n'ont pas été tous étudiés, que la majorité des araignées ne peuvent absolument pas injecter, c'est-à-dire nous mordre parce qu'elles sont trop petites. Donc il y a très très peu d'araignées déjà physiquement qui peuvent mordre la peau humaine. Et dans la vie de tous les jours, en fait, il y a pratiquement jamais de morsure d'araignée. Donc ça, faut quand même l'avoir dans la tête, hein, aussi. Hein. Faut vraiment, pour être mordu, vraiment l'embêter. Hein. C'est que des réactions de défense, jamais d'attaque. Et comme beaucoup d'animaux venimeux, le venin c'est fait pour manger prioritairement, donc pour paralyser, liquéfier les proies. Donc si, dans les rares, très très rares cas, on se fait mordre, l'araignée donc fait cette réaction de défense, elle n'injecte pas de venin déjà. Parce que c'est un venin, c'est un poison puissant, mais pour manger prioritairement. Donc elle va pas dépenser d'énergie en fait en injectant. C'est comme les serpents, hein, c'est pareil. Et si vraiment il y a injection de venin, très 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 rares sont les espèces qui vont injecter en quantité suffisante pour tuer un homme. Donc aucune araignée n'est mortelle, contrairement à ce qui est raconté comme bêtise quelquefois sur les réseaux. Hein. Donc il n'y a pas d'araignée mortelle pour l'homme. Il peut y avoir quelques cas de mort, puisque je vous ai dit qu'il y avait 15 cas grosso modo de mort chaque année. Mais ça peut être que des réactions en général locales. Et les cas de mort, c'est souvent des infections, voire des surinfections à l'endroit de la morsure et non pas l'action directe du venin. Donc en fait, on craint vraiment pas grand-chose en fait avec les araignées, sincèrement. Après, il peut y avoir des réactions individuelles. Alors, il n'y a pas d'allergie, hein, parce qu'il n'y a pas d'allergène dans le venin d'araignée. Hein, donc, il n'y a pas d'allergie, hein, contrairement à d'autres animaux venimeux, comme des guêpes ou autres, où on peut faire des allergies. Non, chez les araignées, il n'y a pas ça. Donc, c'est vraiment pratiquement... les cas de réaction face à une araignée, si elle injecte du venin, donc on est dans les si et les suppositions très rares, ben voilà, ça peut faire une réaction individuelle de secouer, tachycardie. Quelquefois, bien il y a une araignée, enfin il y a des groupes d'araignées qui peuvent faire des nécroses de la peau, et c'est là qu'il y a surinfection, ou quelquefois, hein, avec des cas de mort, oui, effectivement, dû à cette septicémie en fait. Mais c'est tout, voilà. Donc on va diminuer complètement le côté danger. C'est pas mal, oui, tout à fait. Oui, j'ai une question par rapport à la perception de l'araignée des êtres vivants. C'est-à-dire que quand il y a une proie ou un être vivant qui est dans son environnement, est-ce que c'est par la vue ou est-ce que c'est par des sons ou des bruits ou des vibrations au sol tout ça. En fait, elles ont les 5 sens, c'est-à-dire la vue, hein, donc le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher, grâce à toutes les soies
très sensorielles qu'elles ont sur les pattes. C'est pour ça qu'elles les nettoient régulièrement. Et donc leur environnement, donc elles ont une vue à courte distance, hein, pour la majorité d'entre elles, donc une bonne vue, mais dans leur monde à elles. Encore une fois, il faut se replacer dans le monde à elles. Et dans les séances, c'est souvent ça aussi, c'est replacer à une autre échelle. Et elles ont cette perception en fait de leur environnement avec une vision à courte distance qui fait pas la netteté, mais avec les autres sens qui sont très développés pour les moindres vibrations, les sons, les odeurs, etc. Donc elles perçoivent tout ça en fait autour d'elles. Est-ce que la feuille circule ? Vous avez vu la feuille avec Parce qu'en fait, ce qu'on a évoqué, c'était vraiment pour la personne donc qui a fait ces objectifs, c'était vraiment ça. Hein. Il y avait les dessins, il y avait l'exposition, il y avait tout ça. Qui est-ce qui a la feuille, du coup ? Elle a dû grimper là, je l'ai donné tout à l'heure. Ouais, vas-y, pose ta question, du coup. Du coup, moi, je voulais savoir, on entend très souvent qu'on mange 7 à 10 araignées Bah oui, c'est ce que je te disais, en fait, avaler des araignées. Du coup, alors, selon les sources, c'est 3 jusqu'à... Attends, le maximum qu'on m'a dit, c'est quand même 30. Hein. Donc, c'est énorme. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est faux. Non. Parce que, du coup, vu qu'on n'est qu'un substrat en soi, peuvent potentiellement grimper jusqu'à notre visage. Oui, dans la nuit, tu dors, tu as des bestioles qui se baladent. Oui, mais en fait, tu les sentiras pas. Donc, qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a un monde qui... Toi, tu dors. Et en fait, il y a des animaux qui sont nocturnes, donc ils vont se déplacer, qui vont aller manger. Une maison avec des araignées, c'est une maison saine parce que justement, elles font souvent pendant la nuit leur office d'insecticide naturel. Et donc, elles peuvent se déplacer sur n'importe quel type de support. Mais on a déjà des acariens sur nous, on a des acariens plein de lits, là, qui sont en train de, dès qu'on se couche, avec notre chaleur, en train de manger les squames de notre peau, les peaux mortes et tout ça. Donc, il y a un monde autour de nous, on n'est pas tout seul. À partir du moment où on accepte tout ça, on se dit, oui, il y a peut-être une araignée qui va passer, ou un moustique qui va arriver, ou une coccinelle qui va... Parce qu'il y aurait aussi des coccinelles dans la maison, quelquefois, quand on laisse les fenêtres ouvertes, voilà. Donc, oui, il y a un petit monde, mais on n'est rien pour tous ces animaux-là, on n'est que des supports. Donc, si on n'est pas en train de bouger et tout d'un coup de mettre la main dessus, il n'y a rien qui va se passer. Et on sentira rien, parce que justement, les gens, quand ils ont une araignée sur la main ou autre, ils disent, je sens rien, ça pèse rien. Non, donc dans la nuit, peut-être que, oui. Et alors ? Ok, merci. Donc la feuille, elle circule où exactement ? La feuille a disparu. La feuille a disparu. Qui c'est qui l'a récupérée ? Qui a emporté ce document ? Heureusement, c'était une photocopie, donc. C'est pas là ? J'étais inspirée. Elle est là. Ah, magnifique. Tout est sous contrôle. Faites-la passer Qui veut la pour voir, les jeunes ? voir. Une question ? Ouais, c'est vraiment très je redescends. progressif. Il y a Pierrot qui a une question. Il faut se rendre compte que c'est très progressif, que tout est basé sur l'habituation. L'évitement est la pire façon de traiter les phobies, parce que le seul traitement, c'est se familiariser avec l'objet de la phobie. Donc, il y a un truc qui est difficile pour nous en thérapie comportementale, c'est la phobie des vomissements, parce qu'on ne peut pas faire vomir sur commande comme ça les gens. J'ai été énormément aidée par YouTube, je dois dire. Il y a des plaisantins qui filment les potes en train de vomir après des soirées arrosées. Et heureusement qu'il y a ça, parce que ça m'a changé mon traitement des phobies des vomissements. Parce que sinon, j'étais très embêtée. Je veux pas vomir devant les gens peuvent pas vomir comme ça. C'était la phobie la plus casse-pied à traiter. Problème d'exposition. Finalement, c'est facile de mettre des photos d'araignées, de distribuer des petites araignées d'Halloween dans toutes les pièces. C'est vraiment une association. Ouais. Et donc, on le reprend, en fait. Hein, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une phobie, c'est une association d'idées erronées. Donc, qui soit a été mis comme ça dans la tête, donc on parlait des origines qui ne sont pas toujours évidentes, mais ou quelquefois qui n'est pas du tout associée à l'objet phobique. Il y a une situation, comme tu parlais du métro avec la douleur, etc., il y a une situation qui fait que
on focalise un peu ces différentes peurs vers cet objet phobique et qui a été associé, on ne sait pas comment. Et quelquefois, c'est vraiment l'animal, hein, mais bon, c'est pas toujours le cas, et tu l'as évoqué justement tout à l'heure, quoi. Bonsoir. Moi, j'avais une question à propos des araignées qui tissent des toiles. Savoir si c'était aussi bien les mâles et les femelles qui tissaient des toiles. Ou oui, tout à fait. Ben, en fait, quand ils sont jeunes, pour celles qui font des toiles, leur mode de chasse, c'est de faire un piège. Donc, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, les mâles, une fois qu'ils sont adultes, qu'ils ont mué, qu'ils ont fait la dernière mue, que les bulbes copulateurs sont opérationnels, là, le seul but, c'est d'aller chercher des femelles. Donc, ils ne construisent plus. Même quelques-uns vont même aller, pour le dernier stade, chercher une toile de femelle et vivre un peu en parasite sur la toile de la femelle. Mais sinon, pendant toute la durée de leur vie, oui, ils vont, si c'est une araignée à toile géométrique ou une toile en nappe, ils vont construire effectivement, que ce soit mâle ou femelle, futur mâle ou future femelle, ils vont construire une toile, oui. Parce que c'est comme ça qu'ils vont manger, hein, et capturer leur proie. Pour celles qui en font. Parce qu'il y en a qui sautent, il y en a qui courent, il y en a qui font de la chasse à l'affût. Les techniques sont très différentes avec ou sans piège. Nathalie, devant. Hop. Madame. Merci. Vous avez parlé de traitement médicamenteux. Oui. Je me demande comment ça peut fonctionner. Alors, il y a deux types de traitements. Parfois, à force d'être phobique, on finit par être déprimé. Ça peut aboutir à ça. Donc, à ce moment-là, on donnera des antidépresseurs. Et la plupart du temps, ce qu'on donne un peu au coup par coup, ça s'appelle les anxiolytiques. Des trucs comme le Lexomil, etc. Et on le donne quand on sait que le sujet va être exposé. Par exemple, vous êtes phobique des araignées, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous allez à la campagne, vous savez que inévitablement, quand vous allez ouvrir vos volets, le truc va tomber. Et donc, vous pouvez, avant de partir, avoir un petit traitement pendant 2-3 jours, parce que effectivement, des patients racontent très bien l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire mais la ça peur. ne résout pas le problème. C'est symptomatique, mais pas ça curatif. Ça ne résout pas le problème. Ça permet Oui. de s'exposer dans l'urgence. Parce que quelquefois, on n'a pas le choix. Il faut faire quelque chose, il faut s'exposer. Et donc, dans l'urgence, on s'expose, et après, on se soigne. Et bien évidemment, le traitement par thérapie comportementale, cognitive, ou traitements très spécifiques, comme peut faire Christine, sont des traitements qui vont fonctionner, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Je croyais que tu avais demandé. Oui, juste, est-ce qu'il y a des cas où ça ne marche pas, la thérapie là? Est-ce qu'il y a des arachnophobes qui restent Alors, écoutez, moi, personnellement... On ne va pas parler d'échecs, mais... C'est très rare. C'est très rare parce que, quoi qu'il arrive, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je crois que Christine a la même expérience, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un a élaboré une stratégie thérapeutique d'objectifs même écrits, toutes ces pensées sont en train, sans qu'elles s'en aperçoivent, de se modifier. C'est ce qu'on appelle, nous, des cognitions dysfonctionnelles, c'est-à-dire, par exemple, avec les araignées, elle va m'attaquer, c'est un truc que j'entends souvent, et puis elles vont arriver dans ma bouche, enfin, tous ces trucs-là, et sont en train d'être déjà amoindris par l'écriture systématique des objectifs, de l'idée qu'on va se projeter, même si ça nous fout la trouille. On leur a bien dit aux patients que, en aucun cas, moi je leur disais même ça, je leur dis, les objectifs que vous avez mis à 5 sur 5, on ne va pas les traiter. On vise le 1, le 2, le 3, le 4. Si vous cohabitez, c'est largement suffisant. On va bouger de... Et donc, déjà, des projections sur des nouvelles attitudes vis-à-vis de l'animal sont un élément de la thérapie fondamentale. Et quoi qu'il arrive, on diminue l'angoisse liée à ça. Donc après, vous pouvez dire effectivement la grande réussite de la thérapie, là où on perce le plafond, c'est le mec qui devient arachnophile. Non, c'est pas vrai. Mais si. Moi, c'est mon succès thérapeutique. J'en ai même parlé dans un bouquin que j'ai écrit. Mais ça, c'est jamais ce qu'on vise.
Nous, pour quelqu'un qui, selon moi, est guéri, c'est quelqu'un qui peut aller dormir dans une maison où elle sait qu'il y a des araignées. Et ça, là, on n'a plus de handicap. On peut ne pas être très content quand on voit, comme moi, l'autre fois, sur une manche de sweatshirt, je vois une espèce de camion, des trucs comme ça. Je me suis dit quand même, elle exagère, quoi. J'ai secoué le truc, est parti, et puis c'était fini. J'ai pas nettoyé mon sweatshirt 3 fois. Voilà. Et ça, je considère qu'à partir de ce moment-là, on va s'exposer. Et alors, surtout, il y a un truc très important, et je vous remercie de nous poser cette question, c'est le plaisir. Non pas le plaisir de caresser les migales, quoique tu nous fais presque envie avec ta migale soyeuse et tout ça, tu fais presque envie. Presque. Je dis bien presque. Mais il y a un truc très important, c'est le plaisir qu'on va avoir à refaire des choses qu'on ne faisait plus. Si vous n'étiez plus à la campagne, vous ne pouviez plus aller vous balader, vous ne pouviez plus partir en voyage à cause d'une phobie des animaux, et que vous pouvez de nouveau le faire, mais enfin, c'est un tel plaisir que vous allez entretenir le traitement et l'améliorer bien après, nous, ce qu'on voit des patients. D'ailleurs, moi, j'ai souvent des nouvelles des patients par des patients qui m'adressent. C'est-à-dire, ils disent, va voir Schneider, elle va te soigner. Et en fait, j'apprends que il va très bien, elle va très bien, enfin, des trucs comme ça. Oui, c'est un élément qui était très important aussi, et c'est ce que je leur demande aussi, c'est après, vous vous rendez compte que vous pouvez refaire des choses. Voilà. Que vous pouvez aller dans votre cabane de jardin, que vous pouvez aller faire des voyages, etc. Et donc ça, c'est vraiment super, quoi. Donc on revit d'une autre façon. Hein. Et donc ça, c'est le grand bonus. Et souvent, je dis aux gens, on a travaillé ensemble. Je vous ai vu une fois, c'était en 4 heures, c'était quand même très important, et ils ont été jusqu'à éventuellement toucher, faire la pause caresse, etc. Mais je dis, mais n'hésitez pas à me recontacter, à me renvoyer des nouvelles, à me dire comment qu'est-ce qui s'est passé là, parce que là vous êtes avec moi, vous êtes dans une sorte de petit cocon, donc du coup c'est un petit peu voilà. Mais comment ça se passe en fait? Comment ça va se passer avec votre prochaine confrontation? Donc, dites-le-moi, écrivez-le-moi ou téléphonez-moi. Et puis certains, d'ailleurs, me sont revenus me voir 2 ans après, en disant, tout s'est bien passé. Puis tiens, hop, j'ai fait une petite rechute là. Alors donc, il faut une petite piqûre de rappel. Hein. Mais c'est normal, ça fait partie aussi de ça. Mais ils me donnent des nouvelles, et la majorité des gens qui m'ont donné des nouvelles m'ont dit aussi, ça y est, quoi, hein, c'est bon. J'ai pas du tout crié, j'ai pas paniqué, j'aime toujours pas ça, mais ça va. Donc, du coup, je pense que, comme le disait Aurélia, voilà, c'est gagné dans ces cas-là. Alors, il y a aussi un truc que je fais, moi, c'est que je propose aux gens guéris de parler à des gens qui vont commencer la thérapie. Parce que c'est tellement flippant de se confronter à l'objet de sa phobie. Et moi, je dis toujours aux patients qui viennent me voir qu'ils sont très courageux. Je trouve ça très courageux de lutter contre une phobie. Il faut savoir, quand on n'est pas phobique, que la phobie, c'est un truc terrible. Moi, la métaphore que j'ai, c'est on vous plante devant un mur et on vous dit « traversez ». Là, traversez. Alors vous dites « non, je ne peux pas traverser le mur ». Le phobique, c'est ça. Il ne peut pas traverser le mur. Il ne saute pas l'élastique sans élastique. La phobie, c'est ça. La phobie, c'est pas possible. Et donc, c'est très courageux de vouloir soigner sa phobie. Et généralement, j'ai mon stock de phobiques soignés de l'année. On va dire, je prends une cuvée récente et je fais appeler les gens les uns avec les autres. C'est-à-dire que là, j'en ai une qui a une phobie monstrueuse. Je ne sais pas en combien de temps ça va nous prendre sur les vers. Tout vers en tout genre, un truc, mais... Elle est vraiment, vraiment très, très, très handicapée. Son mari est parti, enfin un drame, quoi. Et je l'ai fait appeler une patiente que j'ai soignée il y a 2 ans, d'une phobie des chats monstrueuse, qui habite en Corse, et qui est venue me voir spécialement de Corse, qui a été très motivée,
parce que dans les pays un peu chauds, il y a des chats partout, elles ne pouvaient plus bouger, et donc elles se sont téléphonées. Et ça, pour moi, c'est très important qu'il y ait une communication par l'expérience et qu'il y ait un partage expérientiel de gens qui sont passés par là. Parce que moi, j'ai beau être thérapeute, hyper empathique, impliqué, tout ce qu'on voudra, je suis quand même le thérapeute méchant qui va exposer. Et donc, j'ai une petite cote de confiance, mais pas beaucoup. Rien ne vaut l'expérience d'un autre patient. Et ça, moi, j'insiste beaucoup sur ces chaînes. Et parfois même, je fais des thérapies de groupe aussi. C'est-à-dire, je les mets à plusieurs. Et, ils ne s'entretuent pas, ils se soutiennent. Oui, tiens, je rebondis sur la thérapie de groupe. En fait, je dis souvent aussi aux gens, quelquefois on m'a dit, il faudrait faire des séances dans un amphi pour essayer d'enlever la phobie. Non, là par contre, je fais pas parce que je considère que c'est vraiment individuel et puis que l'approche en fait est vraiment individuelle et la progression est individuelle. Donc ce que j'ai fait aussi, ce que je fais aussi, du coup, c'est aussi écrire des bouquins quand même pour mieux faire connaître le monde des araignées. Donc il faut arriver aussi à essayer de lire des choses. Et j'ai fait il y a pas très longtemps en fait avec un autre psychothérapeute un bouquin qui s'appelle Je n'ai plus peur des araignées. Il y a beaucoup de gens qui le lisent aussi, avant ou après qu'ils soient venus me voir ou qu'ils aient vu aussi un psychiatre. Et dedans, on a mis énormément justement de cas, donc de cas particuliers. Et il y a un certain nombre de gens qui viennent me voir après en disant « J'ai lu votre bouquin et je me suis retrouvée dans un certain nombre de cas. Et ça m'a fait du bien, du coup, de voir que j'étais pas la seule ou que j'étais pas le seul. » Parce que c'est pas que féminin, effectivement. Donc on l'a vu, il y avait quand même aussi des hommes, même s'ils consultent moins, mais qui commencent à venir de plus en plus. Et c'est rassurant dans un sens. Donc c'est exactement ce que tu dis. Donc se contacter et voir qu'il y en a d'autres qui sont comme ça. Et dans le bouquin, on a justement voulu absolument mettre différents cas avant. Donc quand ils nous écrivaient en disant ce qui se passait, et après avec les réactions qu'ils avaient derrière. Dans un petit cocon soyeux et des petits draps en soie. C'est pas mal, non, quand même? De la ténacité de la soie. Alors, effectivement, elles sont recouvertes de soie très, très douce. Donc, c'est des sortes de poils. Et elles produisent, donc, c'est la caractéristique des araignées, de produire des fils de soie qui sont étudiés depuis très longtemps. Il y avait des élevages il y a très longtemps à Madagascar, en 1896, pour pouvoir essayer d'extraire cette soie des araignées directement pour pouvoir faire des tissus, des voilages, etc. Donc ça s'est arrêté parce que c'est trop compliqué. Et c'est vrai que depuis, les physiciens, les chimistes se sont penchés là-dessus. C'est un matériau très résistant et en même temps aussi très élastique, qui a une mémoire de forme, donc il revient à la forme initiale après des étirements. Et donc, il y a toujours des études en cours, mais il y a quand même déjà des gens et des équipes de chercheurs qui ont réussi à faire des filaments ou des filages. Parce que l'étape du filage à partir d'un élément qu'ils ont trouvé d'une fibroïne de base, donc qui est la soie d'araignée, donc c'est une protéine de base, c'était difficile. Il y en a certains qui ont réussi, qui ont déposé des brevets, mais pour l'instant, c'est pas du tout en fait à l'échelle industrielle, et ça continue à être travaillé. Et les organismes qui sont utilisés à l'heure actuelle par des chercheurs en fait en Asie, en Allemagne, etc., ce sont des bactéries qui arrivent donc auxquelles on injecte entre guillemets, où on arrive à faire reproduire des filaments de soie d'araignée, et apparemment ça aurait les mêmes propriétés. Alors là, il y a encore des querelles entre chercheurs, mais c'est toujours en cours. Donc il y a des choses qui sont faites pour essayer de reproduire cet élément très solide et très élastique à la fois. Donc dans des applications textiles, médicales, d'optique, etc.
Je voulais savoir, quand on vit avec une personne qui a peur des araignées, comment on peut l'aider sans être obligé d'écraser, de l'écraser ou de la mettre dehors? La meilleure façon d'aider, c'est d'être progressif, vraiment, et d'abord de mettre en place des techniques de relaxation. Ça, vous pouvez toujours, mais quitte à faire en même temps que le conjoint, ça vous servira toujours, faire des techniques de relaxation. La cohérence cardiaque, c'est très facile à faire, et des techniques de Schulz ou de Jacobson que vous trouvez sur des techniques de relaxation très simples, relaxation médicale. Il faut à peu près 6-8 semaines pour enclencher une espèce de facilité que le corps pourrait avoir de se détendre un peu au doigt et à l'œil. Le but étant de confronter la personne à une image, une simple image, une photo ou un dessin, en étant capable de se relaxer. Et à partir de là, si vous pouvez mettre des photos d'araignées chez vous et les laisser, donc accepter aussi vous, parce que il y a toujours la pénibilité de placer des images chez soi, qui soient des images d'araignées, de grenouilles, du métro, enfin de tout ce qu'on peut imaginer comme objet phobogène, d'accepter de les laisser jusqu'à ce que ça soit complètement banalisé. Il faut banaliser ce décor. Vous aurez déjà aidé formidablement la personne à vos côtés. Mais se relaxer, faire des techniques de relaxation régulièrement, 5 jours sur 7, faire une pratique de relaxation même qui dure 3 minutes, mais la capacité à respirer, à se calmer plutôt que de s'emballer, et d'être capable de se confronter aux images. Et on commence par des toutes petites images, et on les met comme ça, une dans les toilettes, une dans la cuisine, une sur la porte d'entrée, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit l'araignée, une sur sa table de chevet, quand on commence à aller mieux. Voilà. Et c'est pas des blagues. C'est-à-dire que c'est déjà installé pour qu'à un moment, ça se banalise complètement. C'est-à-dire, ça fait partie de l'univers. Et là, on va éviter l'élément complètement dissuasif du soin pour les phobies, qui est le sursaut, quoi. La réaction d'effroi, la réaction d'horreur, le fait de s'enfuir en courant. Non, on sera capable de rester parce qu'on aura été habitué. Et les simples images, dessins jouent énormément. D'ailleurs, quelquefois, quand je reçois en fait en séance un homme ou une femme, donc s'il y a possibilité qu'un proche vienne, bon, je reçois aussi des enfants, donc dans ces cas-là, il y a toujours au moins un parent ou les deux. Mais si c'est un adulte, si c'est une femme ou un homme, quand le proche est présent, c'est intéressant aussi déjà qu'il travaille avec la connaissance, pour moi, dans ce sens-là. Je travaille aussi, comme je le disais, un petit peu au niveau de la respiration, et surtout de dire à la personne qui vit avec donc un phobique ou une phobique, de ne pas minimiser le problème de la personne qui est phobique. Parce que quand on n'est pas phobique, on se dit... Bon, c'est n'importe quoi ce truc-là. C'est pas la petite qui va manger la grosse, ou c'est pas. Ça sert strictement à rien pour un phobique. D'entendre ça, c'est pas du tout. C'est rien du tout. Donc non, on ne minimise pas. On est plutôt dans l'accompagnement en fait. Et donc en se disant, ok, moi je le suis pas, mais je comprends. Donc on va effectivement, ce que disait Aurélia, mettre en place des choses. Tu veux que je l'enlève? Alors bien sûr, c'est le but ultime, c'est tu veux que je l'enlève. Quelquefois, je dis aux gens qui viennent me voir, quand j'ai le mari ou la femme qui était phobique, et puis je dis à l'autre, vous avez bien compris, si elle vous demande ou s'il vous demande d'enlever l'araignée de la pièce, à vous aussi de dire non, je ne l'enlèverai pas. Vous pouvez avoir une engueulade derrière, mais à un moment donné, il faut dire non, je vais aussi aller dans ton sens. L'évitement n'est pas la bonne solution. On va retravailler là-dessus, etc. Donc, il faut
l'accompagnement est vraiment très important. Et l'accompagnement, par les photos, par la discussion, par la connaissance, etc. Donc c'est hyper important. C'est bon? Bon, merci beaucoup.